Bonjour, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur surtout de recevoir aujourd'hui le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, dont l'action en faveur des femmes, l'homme qui répare les femmes, dont l'action est internationalement connue et qui se bat avec constance et courage, puisque votre vie a été plusieurs fois menacée. Vous vivez dans votre pays sous une protection permanente et qui a été plusieurs fois menacée. Et donc, vous avez néanmoins continué votre action. Vous n'avez jamais reculé devant les menaces, devant les difficultés. Et ceci est quand même admirable. Il y a vraiment assez peu de prix Nobel qui sont autant mérités. Docteur Mukwege, comment qualifierez-vous la situation sécuritaire dans votre pays aujourd'hui en République démocratique du Congo? Je tiens d'abord à vous remercier de me donner cette opportunité de discuter avec vous sur la situation en République démocratique du Congo, qui, comme vous le savez, ça fait maintenant à peu près 3 décennies que la population congolaise est soumise à des atrocités, des crimes de masse, des crimes de guerre, et malheureusement, la situation en République démocratique du Congo aujourd'hui est, je dirais, la situation est critique. Elle est critique puisque tout simplement nous sommes dans une crise qui a trop duré. Sur le plan humanitaire, aujourd'hui, nous avons plus de 6 millions de la population congolaise qui vit sans abri. Donc, C'est le plus grand nombre de c'est le réfugiés plus en grand Afrique. nombre de réfugiés en Afrique. Malheureusement, 30% de la population congolaise est menacée de famine, alors que nous sommes euh, dans une zone où normalement on devrait plutôt être les greniers de l'Afrique. Et souvent, quand je reçois le parent des enfants qui souffrent de malnutrition à l'hôpital, et que je pose la question de savoir comment ils sont arrivés à cette situation, la réponse est toujours, si on avait la paix, on sait comment travailler pour nourrir nos enfants. Malheureusement, je crois qu'il y a des familles qui ne passent pas plus d'une année à un même endroit, ce qui fait qu'ils peuvent Pour les cultiver, récoltes, mais ils ne peuvent pas récolter malheureusement, et donc la famine. Et en fait, la troisième situation, je crois que oh, les crimes n'ont jamais arrêté. Finalement, pendant les 3 décennies, chaque jour, si vous suivez les radios locales, si vous suivez les informations, dans des villages, il y a toujours des massacres par des groupes armés. À l'est de la République démocratique du Congo, on compte 120 groupes armés. Mais il n'y a pas que les groupes armés, puisque finalement, aujourd'hui, nous avons la plus forte concentration des armées étrangères dans une zone où le rôle est très très mal défini, et je pense que l'ensemble de toute cette situation fait de l'Est de la République démocratique une zone où la population souffre terriblement. C'est le paradoxe. Votre pays a été qualifié de scandale géologique dans la mesure où il est riche de matières premières et c'est ce qui fait votre malheur puisque c'est ce qui attire des pays vautours qui viennent vous piller régulièrement. En effet, je crois que les richesses du Congo devraient plutôt être une source de développement. C'est tout à fait le contraire. Et je crois que ça remonte en 1885 lorsque l'Afrique avait été partagée. Le Congo était le seul pays qui finalement était appelé État indépendant du Congo, mais en fait, cette indépendance, c'était une fausse indépendance, c'était juste créer une zone de libre-échange où tout le monde pouvait se servir, et c'est dommage de pouvoir le dire que 100 ans plus tard, malheureusement, c'est ce que nous continuons à vivre avec toujours des violences, puisque déjà à cette époque, il y avait toutes les violences qui consistait à couper les mains aux personnes qui ne pouvaient pas atteindre le quota exigé du caoutchouc pour le bonheur en fait de l'Occident, pour que les gens aient des véhicules rapides. Et aujourd'hui, on voit très très bien que nous sommes dans le même système qui n'est pas dénoncé, et pourtant
avec le moyen de communication, tout le monde sait ce qui se passe au Mmh. Congo. S'il y a 100 ans, c'était difficile de se rendre compte de ce qui s'est passé à l'époque. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec avec les minerais du Congo qui sont pillés par nos voisins, ils pratiquent la même chose que ce que Léopold II avait pratiqué il y a 100 ans pour avoir du caoutchouc. On les fait là pour avoir du coltan, du cobalt, du lithium, en fait, pour avoir des Mmh. batteries Et à chaque et fois, c'est l'électronique. la population locale qui est asservie, martyrisée. Donc ça fait plus de 100 ans qu'il y a cette même malédiction. Et alors, il y a 10 ans, il y a eu les accords d'Addis-Abeba qui ont pu marquer un espoir que vous avez d'ailleurs vous-même salué à l'époque, donc qui devait apporter la paix, la sécurité, la stabilité au Congo. 10 ans après, on peut dire que les espoirs sont déçus. Complètement. Je crois que quand cet accord est sorti, pour moi, en fait, nous avions jubilé puisqu'on s'était dit finalement tous les États voisins étaient signataires de cet accord. Il y avait aussi les pays garants, l'Union européenne également, etc. Et donc pour nous, c'était un début de construire la paix dans cette région martyre. Malheureusement, personne n'a tenu, que ce soit les pays voisins, les garants, même euh, la République démocratique du Congo n'a pas tenu ses promesses et ça c'est dommage pour la population congolaise. Alors oui, dans cet accord, la République démocratique du Congo devait moderniser, renforcer son appareil de sécurité. Il n'en a rien été. Ça c'est vraiment dommage puisque je crois que aujourd'hui je ne vois pas comment on peut parler développement, comment on peut même rien que commencer à penser au développement sans pouvoir réformer l'armée en République démocratique du Congo, réformer le secteur des sécurités. En effet, vous savez que ce qu'on appelle aujourd'hui armée en République démocratique du Congo, c'est un regroupement des anciens rebelles qui ont été les expressions des mixés, des brassés, et les forces qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui ne regardaient pas dans la même direction, de jeunes enfants qui étaient pris dans des groupes armés à l'âge de 12 ans, où ils ont subi un lavage des cerveaux, où on les a appris à violer, à tuer, et malheureusement, ce sont ces enfants qui se retrouvent dans l'armée sans qu'ils aient eu une forme de prise en charge psychologique, puisque je crois que ces enfants, ce sont des criminels, mais aussi des victimes. Ils ont été pris quand ils avaient 12 ans par des adultes qui les apprennent à faire le mal. Et ça, on n'abandonne pas en changeant seulement l'uniforme. Il Hmm. faut une transformation beaucoup plus profonde. Je pense que constituer l'armée avec de jeunes qui ont eu un passé très très difficile, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les mettre dans l'armée, malheureusement, les risques qu'ils poursuivent les mêmes actions dans l'armée. Et je crois que la première chose qu'il fallait faire pour sécuriser la population, c'était d'abord réformer le secteur de sécurité. Vous imaginez aujourd'hui, nous avons des victimes qui revoient leurs bourreaux, mais leurs bourreaux en uniforme et qui sont commis à leur protection. Comment ces victimes peuvent se sentir protégées par des gens qui les ont humiliés, qui les ont violés en public et qui ont tué leurs parents, etc. Et je crois que pour nous, la République démocratique du Congo devrait commencer, mettre cet accord en pratique, serait d'abord réformer le secteur de sécurité. Qu'est-ce qui a empêché les autorités du Congo de mettre cela? Quelles ont été les sources de blocage? C'est une question que moi-même je me pose, puisque je crois que ils avaient tout intérêt à mettre cet accord en pratique, mais là aussi, sur le plan des accords de paix, malheureusement, on a sacrifié la justice et les institutions sont pleines de personnes qui étaient dans des groupes armés, qui ont commis des crimes et qui normalement devraient répondre de leurs actes devant des juridictions compétentes. Ça n'a pas été fait. Et en fait,
tant qu'ils sont dans les institutions, ils essaient de bloquer tout ce qui va dans le sens de la justice. Et je pense que c'est ça le plus grand problème que nous avons, même jusqu'aujourd'hui. Alors, outre l'impéritie des autorités de votre pays, il y a l'appétit de vos voisins qui, normalement, auraient dû, dans les accords qu'ils ont signés, arrêter toute ingérence, ingérence, le mot est faible, tout pillage de Toute votre agression. pays, toute agression suivie de pillage, et en fait, tout a continué. Tout a continué comme s'ils n'ont jamais signé cet accord. Tout a continué comme s'il n'y avait pas la charte des Nations Unies. Tout a continué comme si le droit international n'avait pas sa place en République démocratique du Congo. Et je pense que c'est un pays où finalement l'impunité fait vraiment partie de la géopolitique, hein, puisque pour que ça puisse continuer finalement, c'est laisser tous ces États laisser également leurs collaborateurs en République démocratique du Congo en liberté alors qu'ils ont commis des crimes Oui, contre notamment Laurent l'humanité. Nkunda, qui a été inculpé, qui a plus que du sang sur les mains, vit très tranquillement au Rwanda, qui n'a rien fait pour l'inquiéter. Absolument. Je pense que c'est pour cette raison que nous insistons beaucoup pour qu'il y ait une justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Et lorsque nous parlons, par exemple, d'un tribunal pénal international pour le Congo, parfois nous recevons ces remarques que ce n'est pas possible. Mais si ce n'est pas possible, donc on peut être criminel et aller dans un pays, si on n'a pas des accords d'extradition avec les pays où on a commis des crimes, eh ben, ces crimes sont blanchis. Et je pense qu'il faut absolument, pour permettre à ce que cette région puisse se relever, il faut absolument qu'il y ait une justice. Il faut absolument que les gens puissent comprendre qu'on ne peut pas tuer des millions de personnes, on ne peut pas tuer violer des millions de femmes et rester impuni, rester tranquille. Ça veut dire tout simplement qu'on autorise ces crimes de continuer. Mmh. Et pire encore, c'est que dans un passé récent, le président Tshisekedi a fait appel à ses pays voisins pour ramener la sécurité dans son pays. Donc, on demande quand même à ceux qui ont amené l'insécurité de venir faire régner l'ordre. C'est plus que paradoxal. C'est pas seulement paradoxal, mais je trouve qu'il y a une incohérence totale dans l'action du président de la République démocratique du Congo, monsieur Félix Tshisekedi, puisque quand il avait pris d'abord la décision d'un accord bilatéral avec l'Ouganda, nous avions averti, nous avions interpellé le président, puisque c'est une erreur grave. Aujourd'hui, les 6 toute cette semaine à Kisangani, on est en train de faire la commémoration de la guerre de 6 jours. Une guerre qui a détruit la ville, où il y a eu plus de 1000 personnes tuées entre donc des armées qui se battaient à Kisangani, donc des armées étrangères. L'armée rwandaise et l'armée ougandaise ont fait leur guerre en pleine ville à Kisangani, en tuant, en détruisant la ville. Et je crois que c'était tout à fait une incohérence de pouvoir inviter un de ces pays pour venir soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et nous avions alerté, nous avions donné notre point de vue puisque nous n'étions pas tous d'accord avec cette attitude. Et malheureusement, vous savez ce qui a suivi, c'est que le Rwanda, qui n'était pas invité, a lâché le M23 qui est soutenu par le Rwanda, et donc le Rwanda s'est invité, d'où le conflit que nous vivons aujourd'hui avec la nouvelle agression du M23. Et je pense que c'était tout à fait un très très mauvais calcul de la part du président de la République. Vous avez même déclaré en fait que c'est la hauteur de leur crime qui donne de l'importance et ces protagonistes multiplient les crimes, les viols de masse, les assassinats, les tortures et sont de ce fait reconnus comme un protagoniste. C'est quand même au lieu d'être sanctionnés. Exactement, puisqu'à partir du moment où ils savent qu'ils peuvent commettre ces crimes en toute impunité, et puis c'est quand même aussi, ils ne sont pas là juste pour commettre les crimes. Les crimes, c'est une façon de terroriser la population. Ces crimes qu'ils commettent, ces viols qu'ils commettent, c'est une façon en fait de
diminuer complètement toute potentialité de la population de pouvoir se battre pour ses droits. Et en fait, ce qui est derrière, c'est le pillage. Une fois que la population quitte le village pour aller chercher la protection dans de grands centres, eh ben, les campagnes sont abandonnées à ces groupes armés qui se mettent au pillage, à l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays, et qui font d'ailleurs qu'aujourd'hui, ces pays comme le Rwanda, l'Ouganda, ils exportent des minerais qu'on ne peut trouver nulle part dans leur pays. C'est une ONG, Global Witness, qui a dit que depuis 2013, le Rwanda a exporté des minerais, des matières premières, dont seulement 10% étaient produits sur son sol. Donc 90% des exportations du Rwanda viennent de chez vous. Absolument. Et là, je crois que la même organisation venait de publier le premier trimestre, ils ont déjà exporté pour 250 millions de dollars pour le seul minerai, l'or. Et donc, c'est énorme comme exportation de produits que vous n'avez pas des mines. Et malheureusement, je crois que la communauté internationale est complice puisque elle sait très bien que ces minerais viennent de cette violence inouïe. La communauté internationale est au courant de tous les systèmes d'exploitation et surtout des crimes qui se commettent en République démocratique du Congo pour réaliser ces exportations. Et malheureusement, il n'y a pas de sanctions. Non, parce que les grandes puissances qui étaient également garantes de cet accord d'Addis Abeba ne font rien. Et vous dites vous-même, tant qu'il n'y aura pas des pressions des puissances extérieures, notamment sur le Rwanda, pour cesser ce pillage, rien ne s'arrêtera. Et comment expliquer cette inaction internationale? Comment expliquer que lorsque la Russie agresse l'Ukraine, on prend immédiatement les sanctions, et quand le Rwanda agresse la RDC, on ne fait rien? Eh ben, je crois que c'est choquant pour les Congolais de constater que finalement, c'est un système de deux poids, deux mesures. Lorsque certains actes d'agression se commettent ailleurs, comme effectivement aujourd'hui en Ukraine, voir à quel point la communauté internationale s'engage pour que ça puisse arrêter, que cette agression est décriée, condamnée, etc. Et en République démocratique du Congo, c'est le silence total par rapport à ce qui se commet. Et je pense que ça décrédibilise totalement notre système international de sécurité, puisque finalement on se rend compte que ça concerne une catégorie de population et pas d'autres. Puisque aujourd'hui, un Congolais, nous ne pouvons pas expliquer pourquoi on abandonne pendant 3 décennies une population qui est martyrisée, de violences inouïes. Nous avions fait des publications scientifiques, nous avons fait des communications, etc. Mais ça n'a rien donné jusqu'à ces jours. Et quand on voit la réaction par rapport à l'Ukraine, où en fait on est prêt à tout faire, tout donner pour que cette agression s'arrête, on se pose vraiment la question si nous sommes sur la même planète et si nous partageons la même humanité. Le président Macron est venu récemment dans votre pays, après d'ailleurs le pape qui a eu des mots très forts sur le pillage du Congo, mais il a été interpellé par un journaliste congolais qui lui a dit « Mais pourquoi vous n'utilisez pas le terme d'agression ?» Et disons qu'on a un peu l'impression que les grandes puissances appellent à une amélioration de la situation, mais sans rien faire qui puisse réellement y conduire. Je pense que les paroles ne suffisent plus. Les niveaux de violence atteints dans cette région, on n'a plus besoin de paroles, on a besoin des actions. Et les actions, c'est possible s'il y a la volonté de mettre fin à ces agressions à l'est du Congo, c'est possible de pouvoir les faire. Je ne doute pas une seule seconde que si le monde voudrait que cette situation s'arrête, elle s'arrêterait. Le grand problème que nous avons, c'est que les intérêts économiques sont tels que, en fait, on place l'économie avant l'humain, et ça, c'est horrible. Mais quand vous voyez les chefs d'État occidentaux, que vous leur parlez de la situation, vous avez quand même le sentiment qu'ils vous écoutent, mais dès que vous êtes parti, ils oublient votre parole ou... C'est l'impression que ça donne.
Parce que je crois que personne aujourd'hui peut dire qu'il ne sait pas. Voilà. On a On été peut pas, dans quand même, tout. c'est largement documenté. C'est Enfin, on peut largement pas. documenté. Il y a des rapports qui ont été faits par des experts des Nations Unies, tels que les rapports mapping. Et il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Si je parle beaucoup du rapport mapping, c'est pour avoir une portée d'entrée. Mais il y a plein d'autres rapports, que ce soit des Nations Unies ou des ONG qui ont fait des rapports par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et je crois que les générations futures se poseraient des questions par rapport à nous. Parce que moi, quand vous lisez ces rapports et vous dites le monde s'était, comment on peut se taire devant des situations décrites dans tous ces rapports. Donc, il y a personne qui peut dire aujourd'hui, je ne savais pas, je ne savais c'est pas une impuissance mesurer. volontaire, en réalité. Non, c'est volontaire. Et il y a dans votre pays, il y a la plus grande force des Nations Unies de maintien de la paix, si j'ose dire, 17 000 soldats. Quelle est la MONUSCO? En fait, ils sont eux-mêmes impuissants. Je dois dire que la mission des Nations Unies n'a pas pu sécuriser la population civile. La seule chose que je dis souvent, c'est que leur présence peut-être évite pire encore. Mais je crois que ils peuvent faire mieux. C'est le Conseil national pour les réfugiés norvégiens a dit que la République du Congo était à la première page du palmarès de la négligence internationale. C'est-à-dire que c'est une des plus graves crises sur lesquelles personne ne veut agir alors qu'on s'agite ailleurs. Absolument, je pense que ces palmarès, la crise en République démocratique du Congo est à la première place, tout simplement, puisque sur le plan diplomatique, comme nous venons de le dire, beaucoup de pays ne veulent pas en parler, tout simplement, par omission. Ils veulent pas parler de la République démocratique du Congo et de la crise qui se passe dans cette région. Mais on voit également que la presse, c'est très très rare de voir une information de la République démocratique du Congo sur les chaînes de télévision, même s'il y a des drames, des milliers de personnes qui sont massacrées, on en parle presque pas. C'est très peu fréquent. Exactement. Et sur le plan humanitaire, en fait, la population vit dans une misère inouïe. On ne peut pas. Moi, je crois que ce que je vois, parfois, je me pose la question de savoir pour combien de temps je vais continuer à prendre en charge sur le plan humanitaire la population dans cette situation. Mais en fait, ils sont complètement abandonnés à leur propre sort. Le mois passé, j'étais rendre visite aux déplacés des guerres de M23. Quand on voit leurs conditions de vie, on se demande tout simplement s'ils ne sont pas maintenus dans ces endroits pour attendre la prochaine épidémie et que la moitié pourra disparaître d'une épidémie, etc. Mais je crois que très peu vont retourner chez eux. Qu'est-ce qui vous anime encore? Vous auriez pu choisir le confort d'un hôpital dans le monde occidental, etc. Mais vous avez toujours voulu rester à faire cette mission. Sur quoi basez-vous votre force? Sur quoi basez-vous votre volonté? Je crois en l'homme. Je crois en la capacité des femmes, puisque je travaille avec des femmes et je pense que je suis toujours impressionné de voir leur capacité à pouvoir vouloir sauver la vie, donner la vie, sauver la vie, et malgré toute la souffrance qu'elles peuvent subir, ces femmes, je suis toujours impressionné de voir qu'elles continuent à croire, et même lorsque nous désespérons, c'est souvent elles qui nous disent ça va aller, je vais m'en sortir, et réellement, quand elles s'en sortent, ce n'est pas pour elles-mêmes. Elles se battent pour les autres. Et ça m'a toujours impressionné, parce que je crois qu'avec une telle souffrance, toutes ces femmes pourraient tout simplement dire, la société ne s'était pas occupée de nous, pourquoi nous allons faire pour les autres. Mais quand je vois que ces femmes se battent pour leurs droits, mais le droit de leurs enfants, j'ai eu des enquêtes où je pose la question
aux femmes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider? Et je suis toujours surpris de voir souvent la réponse, j'aimerais que mes enfants aillent à l'école puisque je ne veux pas que mes enfants souffrent comme moi-même j'ai souffert. Je trouve que ça, c'est une force de pouvoir penser aux autres, s'occuper des autres et malgré sa souffrance, être toujours capable de penser que je ne veux pas que les autres souffrent comme moi-même. J'ai une femme qui est anesthésiste. Elle était venue à l'hôpital après avoir été blessée, violée, blessée, et elle avait des blessures graves. Elle a vraiment souffert quand elle souffrait quand elle est arrivée à l'hôpital. Elle avait tellement mal. Et quand, après l'avoir soignée, elle a décidé de devenir infirmière, anesthésiste, et quand je posais la question, pourquoi vous voulez faire l'anesthésie? Sa réponse était directe, puisque je ne voudrais pas qu'une autre femme souffre comme j'ai souffert, puisque le seul moment où j'ai senti que j'étais encore une personne, c'est quand on m'a donné des antalgiques, quand les anesthésistes m'ont soigné. Je voudrais faire la même chose pour les autres. J'ai trouvé ça très beau, parce que avec sa souffrance, elle pouvait plutôt avoir une forme de rancune, etc., de colère, mais non. Ce qui m'amène à vous poser la question, c'est qu'on parle beaucoup de diplomatie féministe, du droit des femmes, et il y a quand même assez peu de pays où le droit des femmes est à ce point bafoué, violé en tous les sens du terme. Et là aussi, pourtant, les mêmes qui font des proclamations en faveur du droit des femmes par rapport à l'Afrique ne font rien par rapport à ce qui se passe chez vous. Ben, c'est malheureux de pouvoir le dire, mais je crois que moi, je crois à cette diplomatie féminine. Je crois que même pour l'Afrique, l'avenir serait, par exemple, dans mon pays où notre constitution prône l'égalité, la parité, je pense que le jour où on pourra faire avancer cette constitution pour atteindre la parité, l'égalité, les choses vont changer. Parce que je crois que les concepts de cette diplomatie est tout à fait différente de la diplomatie masculine, si on peut l'appeler ainsi. Merci, docteur Mukwege. Merci pour ce message d'espoir, ce message d'humanité. Et encore une fois, vous pouvez dire combien l'admiration que vous suscitez parmi ceux qui suivent votre action. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.